Eh ben, c'est parti, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Là, on est 83 inscrits et connectés à l'heure actuelle, donc ça montre l'intérêt pour le sujet et on en est ravis. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un kit d'outils qui va permettre d'échanger collectivement sur l'impact des conseils citoyens dans la politique de la ville. Donc, c'est un webinaire qu'on co-organise entre le RNMA que je représente aujourd'hui, le Réseau national des maisons des associations, S3A qui sera représenté par Grégory Autier et deux CRPV, Centre ressources politiques de la ville, celui de Normandie avec Normandville et l'IREV pour les Hauts-de-France. Et également Yannick Gauthier, qui est au CERAPS de l'Université de Lille. Et on aura l'occasion, les uns et les autres, de se présenter dans quelques instants. Ce webinaire est organisé avec la NCT. Hélène Chappé, responsable du programme Lien social et Image des quartiers, va pouvoir introduire ce webinaire dans quelques instants. Donc, ça a été un peu dit, mais je vais répéter les quelques règles sur la visio, du fonctionnement de la visio pour ceux qui découvriraient encore Zoom. N'hésitez pas à utiliser le chat, que ce soit pour vous présenter, pour poser des questions. Vous verrez, il y a plusieurs temps de questions-réponses au cours du webinaire, donc ça va être l'occasion d'interagir ensemble. Mais comme on est un peu nombreux, ça va être compliqué d'ouvrir les micros. Donc, n'hésitez pas à passer par le chat pour poser vos questions. De la même manière, on enregistre. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous invite à couper votre vidéo cam pour que voilà, vous n'apparaissiez pas. Comme le disait Pierre-Édouard, on va partir ensemble jusqu'à 14 heures avec 4 temps qui seront entrecoupés de questions-réponses. Le premier qui va être sur la loi et l'intention de la loi, qui en fait reprend une grille d'évaluation que nous avons conçue, et qui sera présentée par Pierre-Édouard Martin, qui est directeur adjoint de l'IREV. Le portrait robot du Conseil citoyen, qui est issu d'une étude qui a été menée dans les Hauts-de-France par Yannick Gauthier, qui est doctorant au CERAPS de l'Université de Lille, et c'est lui qui présentera cette partie-là. La troisième partie sur les questions évaluatives, donc qui sont concrètement la manière d'analyser la place du Conseil citoyen dans la politique de la ville sur votre territoire. Et ça, c'est Gauthier Delahaye, chargé de mission à Normandville, qui présentera cette partie-là. Et enfin, la méthode des focus group et les enseignements qu'on a pu tirer des focus group qu'on a déjà menés. Et on vous donnera également quelques recommandations sur ce qui nous semble intéressant dans cette technique et la manière de bien la mettre en œuvre. Et ça, ce sera Grégory Autier, qui est directeur de S3A à Hérouville-Saint-Clair, qui vous présentera cette partie-là. Du coup, pour ma part, c'est Sylvain Rigaud. Je travaille au RNMA, Réseau national des maisons des assos, et je suis en charge du groupe de travail sur l'action citoyenne, qui est un groupe qui réfléchit voilà, sur les liens entre participation, engagement et vie associative. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour de table des intervenants, que vous puissiez vous présenter. On va faire dans l'ordre d'apparition. Pierre-Édouard, si tu veux bien. Donc, Pierre-Édouard Martin, je suis directeur adjoint de l'IREV. Donc, on est, comme le disait Sylvain, le centre de ressources politiques de la ville sur les Hauts-de-France. Merci. Yannick. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Yannick Gauthier, je suis doctorant à l'Université de Lille et je prépare une thèse en sciences politiques sur les conseils citoyens. Merci. Gauthier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Gauthier Tollet. Je suis chargé de mission sur, entre autres, la participation citoyenne au Centre de ressources politiques de la ville de Normandie. Ça s'appelle Normandville. Merci Gauthier. Et Grégory. Bonjour à tous, Grégory Autier, donc directeur de l'association S3A, qui est un acronyme qui signifie Structure associative d'aide aux associations. Nous intervenons sur le territoire de Caen-la-Mer et à l'heure actuelle, accompagnons 7 conseils citoyens sur le territoire de Caen-la-Mer et avons participé à cette expérimentation et je témoignerai à la fois des apports, mais aussi des atouts d'une méthode dite en focus group.
Merci Grégory. Et ben, je vois que tous les intervenants sont là, les micros fonctionnent, donc on va pouvoir démarrer. Hélène Chappé, je ne sais pas si vous êtes là. Si, je suis là. C'est parfait. Bah, écoutez, on vient juste de passer on est à 103 participants, donc Je vois ça. ça continue d'augmenter et on va vous laisser la parole pour l'introduction si vous voulez bien. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hélène Chappé. Je dirige le programme Lien social et image des quartiers au sein de la direction déléguée à la politique de la ville à la NCT, et ce depuis mars 2020. Je reconnais certains collègues avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Bonjour à tous les autres, même si les temps ne sont pas propices à se rencontrer. Je suis ravie d'être là. Je vais introduire rapidement, juste pour vous donner le contexte de ce webinaire. Donc, depuis l'adoption de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, des dynamiques fortes en matière de participation des habitants ont émergé, ou pour certaines se sont consolidées, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces dynamiques participatives, elles couvrent des réalités assez variées, mais en tout cas, toutes convergent vers un objectif commun, qui est celui de faire entendre la parole des habitants des QPV et de favoriser la mise en capacité de toutes les forces vives d'un territoire au service de projets communs. Donc, inscrite dans le cadre légal, la création des conseils citoyens dans les QPV a marqué un tournant dans le pilotage de la politique de la ville, puisque depuis, celle-ci est à co-construire avec les habitants. À côté des conseils citoyens, d'autres démarches participatives sont également à l'œuvre, que ce soit l'étape de quartier, les fonds de participation, les maisons du projet dans les territoires concernés par un NPNRU et d'autres expériences. Et dans le même mouvement, de multiples acteurs œuvrent au développement et à l'appui de la participation en QPV, soit directement auprès des habitants, je pense aux centres sociaux, et aux acteurs associatifs tels que Appui, ATD Carmonde ou la coordination Passe en Nous, il y en a d'autres évidemment, soit auprès des professionnels comme les centres ressources de la politique de la ville. Et donc, 7 ans après l'adoption de la loi Lamy, et dans la perspective de la fin des contrats de ville, le bilan de ces différentes initiatives est désormais indispensable. Donc, pour produire ce bilan, à la NCT, nous avons fait le choix de partir de ne pas réinventer la poudre et de partir de l'ensemble des travaux et expériences réalisés dans ce champ. D'abord en s'appuyant sur les préfectures. Peut-être en avez-vous connaissance, mais une instruction leur a été adressée en novembre dernier pour collecter un état des lieux et surtout, je dirais, un retour d'expérience par département. En complément, nous avons sollicité tous nos partenaires associatifs de la NCT pour avoir leur expertise. Et puis, toutes les productions et expérimentations des centres ressources sont en cours d'exploitation. Et celle qui va nous être présentée aujourd'hui est particulièrement intéressante en ce qu'elle produit un outil. Est-ce qu'elle a produit un outil pour évaluer la participation des conseils citoyens dans la gouvernance du contrat de ville? Donc, ces différents travaux, puisqu'il y en a d'autres, constituent donc la base du bilan que la NCT est en train de produire au niveau national et qui donnera lieu à la publication d'un rapport, normalement à l'été, et qui viendra à son tour nourrir le bilan des contrats de ville en cours par des préconisations pour la participation des habitants post-2023. Voilà, je ne serai pas plus longue. Avant de céder la parole, je voulais remercier d'abord mon équipe, Nadia Yamaren et Safia Malki, qui pilotent la thématique participation des habitants à la NCT et donc le bilan en cours, mais également Pierre-Édouard Martin, Grégory Autier, Sylvain Rigaud, Gauthier Delahaye, Yannick Gauthier et Arnaud Vasselin pour le travail de production de l'outil et la présentation qui va venir. Merci. Eh ben, merci Madame Chappé pour ces propos introductifs qui resituent bien effectivement notre démarche parmi d'autres dans ce champ
de l'évaluation des dispositifs de la politique de la ville. Donc, quelques mots peut-être pour vous expliquer un peu d'où vient notre démarche d'évaluation. Donc, à l'origine, en fait, c'était une journée qu'on devait organiser, une journée d'études territoriales que le RNMA organise régulièrement, qu'on devait organiser sur le thème de l'accompagnement des conseils citoyens par des maisons d'association, ce qui est un sujet qu'on travaille depuis un petit moment au sein du RNMA, parce qu'on a produit plusieurs monographies sur ce sujet-là. Elles sont dans les documents qu'on pourra vous transmettre. Bon, malheureusement, cette journée d'études territoriales n'a pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Et ça a été l'occasion pour le groupe d'acteurs qui est présent aujourd'hui, qui va intervenir aujourd'hui, de vous présenter, de travailler en tout cas sur cette question de l'évaluation à proprement parler de la place des conseils citoyens dans la gouvernance des contrats de ville et d'essayer de structurer et d'anticiper le renouvellement des contrats de ville qui était prévu en 2022. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir comparer deux territoires entre eux, les conseils citoyens à l'origine de Caen-la-Mer et de Boulogne-sur-Mer, et d'associer à ces deux territoires des acteurs ressources que sont en l'occurrence le RNMA, les CRPV et l'Université de Lille, pour alimenter un peu les réflexions et le processus. Donc, avant qu'on présente ce sur quoi on a abouti à aujourd'hui, bien préciser qu'on est sur un processus qui est expérimental. C'est-à-dire qu'on n'a pas prétention à avoir inventé une méthode absolue qui fonctionne sur tous les territoires. L'idée, ce n'est pas de la dupliquer à l'identique sur votre territoire, mais on va témoigner d'une méthode qu'on a construite et qui nous semble intéressante et qui a vocation peut-être à inspirer d'autres territoires et bien rappeler qu'il y a un vrai enjeu à adapter cette méthode qu'on va vous présenter à votre contexte local, aux jeux d'acteurs locaux. Il y a un vrai enjeu d'appropriation et on en parlera un peu plus loin dans le webinaire, mais voilà, en introduction, il me semble important de le préciser. Aussi préciser qu'il y a trois axes qui ont un peu guidé notre travail. Le premier qui est vraiment cette recherche d'un croisement de regards, ce qui est propre aussi à la politique de la ville, mais il y a différentes parties prenantes, les conseils citoyens, les techniciens, les élus, etc., les partenaires du contrat de ville. Cette question-là du croisement de regards, elle nous a semblé essentielle. Et évidemment, celle de l'implication des conseillers citoyens dans le processus évaluatif nous a semblé aussi complètement fondamentale et on y reviendra. Ensuite, c'est la mise en œuvre par des acteurs qui sont au contact du territoire. Alors, nous, on a mené quelques monographies sur la place des maisons d'association comme tiers facilitateurs dans ces processus d'accompagnement des conseils citoyens. Il nous semble en tout cas que c'est aussi un des éléments intéressants dans le cadre de l'évaluation que de s'appuyer sur ce type d'acteurs pour pouvoir mener des évaluations efficaces. Et enfin, la méthode de recueil, et ça, ce sera la fin de notre webinaire aussi, les focus group qui permettent à la fois de recueillir la parole et les représentations des habitants et des différentes parties prenantes du contrat de ville. Ça a été important pour nous de rechercher un mode qui était à la fois efficient et qui permettait d'aller assez rapidement à l'essentiel. On sait qu'on aura forcément peu de temps pour ces évaluations. Donc voilà, il a été important de trouver un mode de recueil de la parole qui soit efficace. Et donc, c'est les focus group qui réunissent plusieurs personnes d'un coup nous en semblait un outil intéressant.
Et enfin, pour terminer, avant de céder la parole, bien rappeler qu'on est sur 2 phases dans le processus qu'on va vous présenter. Une première phase qui est le recueil de la matière, qui va se faire au travers des focus group et dans cette construction d'une parole collective qui va émerger des focus group. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, qui est la confrontation des points de vue, la confrontation de ces différentes paroles, qu'on puisse... voilà, c'est aussi cette confrontation qui est productrice et qui permettra de réfléchir au renouvellement des contrats de ville. Et donc, cette deuxième phase est essentielle. Et à l'heure actuelle, nous n'en sommes qu'à la première étape, à l'étape de recueil des données. Donc voilà, bien préciser que c'est une démarche en cours de notre côté, mais il nous semblait essentiel de pouvoir la présenter rapidement, de présenter nos outils rapidement pour qu'ils puissent être appropriés à droite à gauche, parce que c'est l'actualité que le renouvellement des contrats de ville. Et enfin, donc, on a souhaité partir de la loi Lamy de 2014, qui a institué les conseils citoyens, pour ce travail-là. Et du coup, je vais laisser la parole à Pierre-Édouard qui va vous présenter cette partie-là et la grille d'auto-évaluation. Merci Sylvain. Alors voilà, tu as bien rappelé comment on avait, comment le contexte qu'on avait était plutôt favorable pour nous pour travailler sur cette question de l'évaluation et puis d'essayer de voir comment on pouvait l'appréhender au regard des conseils citoyens. Donc là, je vais reprendre quelques éléments pour vous proposer un petit cadrage sur ce que dit la loi, et puis progressivement, on va arriver aux différents outils et à leur prise en main. Alors, première chose qu'on voulait vous rappeler, c'était cet article de loi qui nous paraît assez intéressant. C'est la loi du 21 février 2014, dite loi Lamy, et qui vient rappeler que les conseils citoyens sont associés, alors comme vous le voyez, à l'élaboration, la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. Pourquoi ça nous semble intéressant? Parce que c'est quelque chose qui nous a interpellés, c'est qu'il y avait un premier... on va dire, loupé au démarrage avec les conseils citoyens, c'est finalement, il y a eu le vote de la loi et très vite, on est parti sur la rédaction des contrats de ville et on a un petit peu été dans l'obligation de voter des contrats de ville avant de mettre en place des conseils citoyens, et rares ont été les territoires qui ont pu avoir un conseil citoyen qui s'est servi de l'élaboration des contrats de ville pour se donner un cap sur les contrats de ville. Donc voilà, on est un petit peu sur des effets de timing qui n'étaient pas forcément les bons en 2014, 2015, 2016. Et ce rappel de la loi nous rappelle aussi qu'on arrive à la fin des contrats de ville. On a cette période d'évaluation qui se met en place. Donc ne loupons pas cette occasion aussi pour intégrer les conseils citoyens à l'évaluation, et en cas de nouveaux contrats de ville, comme c'est ceux qui se profilent sur les années qui viennent, eh bien, on repart sur une élaboration d'un nouveau contrat de ville, et n'oublions pas les conseils citoyens à cette occasion. Alors, pour la diapo suivante, voilà, on vous a remis rapidement cette chronologie pour vous montrer que l'histoire des conseils citoyens, elle n'a pas forcément été gérée en même temps que les différentes grandes étapes de la politique de la ville ces 10 dernières années. Alors, pour rappel, on vous a remis comme jauge de départ, c'était le 8 juillet 2013, c'était la remise du rapport Baquet-Meshmach qui donnait l'impulsion sur toute la participation des habitants dans le futur, dans l'avenir de la politique de la ville et des contrats de ville. La deuxième grande étape, c'est la création des conseils citoyens par la loi du 21 février 2014. Et puis ensuite, c'est là où on voit qu'il y a un décalage entre les conseils citoyens et les contrats de ville. Alors, on vous a mis une frise sur les Hauts-de-France. Je pense qu'elle est réalisable sur l'ensemble de la France. Nous, on a sur les Hauts-de-France un premier contrat de ville qui est signé par la communauté urbaine d'Arras le 9 février 2015. Et puis, si on regarde le premier conseil citoyen qui est validé en préfecture, il faut attendre le 12 janvier 2016. Donc, on a bien un décalage de quasiment un an entre la signature des contrats de ville et puis les premiers conseils citoyens. Donc, de se louper, on va
on va tenter tout au long de la mise en place de ces conseils citoyens ou de leur fonctionnement de revenir dessus. Et on sait qu'il y a quelque chose qui collectivement a posé une première étape qui peut poser question justement sur la pertinence des conseils citoyens au regard de ces contrats de ville de première génération. Donc, si on passe la frise, on a un deuxième temps en 2017-2018 où on a cette question de l'évaluation à mi-parcours. Et puis, on arrive progressivement vers l'évaluation finale qui arrive après 2 années de Covid où les organisations et les conseils citoyens ont été parfois malmenés par la crise sanitaire. Et puis, ce décalage progressif des contrats de ville avec une prorogation année après année qui aboutit maintenant à 2023 comme nouvelle échéance pour les contrats de ville. Alors, nous, c'est aussi dans cette phase-là qu'on a construit l'outil à partir de 2020, où on s'est interrogé sur l'évaluation finale, et puis on s'est interrogé sur plusieurs axes sur la diapo suivante. Alors, on a vu qu'il y avait 2 axes dans nos outils, deux axes à prendre en compte sur l'évaluation. Première chose, c'est comme le disait la loi, les conseils citoyens doivent participer à l'évaluation des contrats de ville. Et deuxième chose, c'est comment évaluer le dispositif conseil citoyen en tant que tel, donc comment on évalue la pertinence du conseil citoyen. Alors, de notre côté, on s'est plutôt intéressé sur la deuxième phase, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la première phase qui nous paraît intéressante sur comment des conseils citoyens peuvent participer à l'évaluation de l'ensemble des contrats de ville. Donc là, c'est un appel aussi aux participants pour leur dire, est-ce qu'il y a déjà des germes de méthodes sur cette participation des conseils citoyens à l'évaluation des contrats de ville? Est-ce que c'est déjà réfléchi? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est déjà en œuvre? Donc, diapo suivante, on vous a rappelé quelques éléments sur cette évaluation. Tout peut être imaginable sur les territoires, de la simple information à la co-construction. Tout dépend des moyens en ingénierie qu'on peut avoir pour les collectivités. Tout dépend de la maturité aussi des conseils citoyens, de savoir s'il y a toujours des ressources fortes au sein des conseils citoyens ou s'il y a une perte de mobilisation entre-temps. Donc voilà, c'est des choix à faire dans l'évaluation. On souhaitait le rappeler, même si on n'a pas travaillé directement dessus, parce que pour nous, ça nous paraît un incontournable que les conseils citoyens soient intégrés à l'évaluation des contrats de ville. Et puis, on va arriver sur notre outil où nous, on ne s'est pas intéressé aux conseils citoyens dans l'évaluation, on s'est intéressé à l'évaluation des conseils citoyens. Et notre choix, ça a été de travailler sur l'impact des conseils citoyens sur la politique de la ville. Nous, notre volonté, c'était de se dire, on sait que les conseils citoyens ont changé pas mal de choses dans le petit monde de la politique de la ville, dans la gouvernance. On n'a pas la même manière de s'adresser la parole entre élus, techniciens et habitants depuis qu'il y a ces conseils citoyens. Donc, qu'en est-il et comment peut-on mesurer cet impact des conseils citoyens sur la politique de la ville? Donc, pour y parvenir, on a élaboré trois outils, alors 2 outils et une étude. Premier outil sur l'intention de la loi qui prend la forme d'une grille d'auto-évaluation pour les territoires. Deuxième partie, le portrait robot du conseiller citoyen pour savoir qui est le conseiller citoyen à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a un stéréotype du conseiller citoyen? Est-ce qu'il répond bien à l'enjeu qui était placé dans la loi initialement? Et puis, troisième chose, c'est une grille de questions évaluatives là, pour évaluer l'impact de son conseil citoyen sur la politique de la ville avec une méthodologie adaptée, les focus group. Donc là, sur les temps qui vont nous rester sur le webinaire, on va prendre partie par partie. Première partie, l'intention de la loi. Deuxième, le portrait robot. Et troisième, les questions évaluatives. Alors, sur l'intention de la loi, on vous a créé... Alors, est-ce que c'est possible de passer la diapositive suivante? Merci. On vous a proposé un outil qu'on a appelé la grille d'auto-évaluation. L'idée de cette grille, c'est de proposer un travail réflexif sur ce que disait la loi et ce qu'on
ce qui a été mis en place sur mon territoire. Donc, on vous a, donc les documents, on ne l'a pas précisé, il y a une note méthodologique et 3 documents qui sont en téléchargement. Donc, sur le site de l'IREV, vous les retrouverez. Et puis, on va les distribuer un petit peu partout, sachant que sur le site de l'IREV, il y a eu un petit crash tout à l'heure, il y a eu trop de connexions en même temps. Donc, j'espère que ça revient progressivement à la normale. C'est normal qu'il y ait un petit peu de temps d'attente. Donc, sur le premier document, la grille d'auto-évaluation, l'idée, c'était qu'on puisse, à partir des articles de loi, essayer de voir pourquoi cette loi a été votée comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris cette décision sur le tirage au sort, sur un conseil citoyen par quartier politique de la ville, sur la co-construction de la politique de la ville. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont données dans la loi. Et puis derrière, nous, on a essayé de rechercher l'intention de la loi, pourquoi ça a été fait comme ça. Donc, on s'est appuyé sur plusieurs documents, alors notamment le rapport Baké-Meshmash, mais aussi les discussions parlementaires, la loi commentée, qui est un document qui avait été fourni par, à l'époque, le CGET pour expliquer comment on pouvait mettre en place plus facilement la loi, un cadre de référence des conseils citoyens paru 1 an plus tard, et puis les différentes circulaires. Cela nous permet de mieux savoir pourquoi tel élément est dans le texte de loi. À partir de là, on a proposé une colonne qui s'appelle « L'observation sur mon territoire » avec des questions pour savoir quelle est la différence entre le conseil citoyen de mon territoire et puis le texte de loi. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends l'exemple un conseil citoyen par quartier prioritaire, ce qui se passe dans certaines communes, c'est qu'on a des quartiers qui vont couvrir plusieurs quartiers vécus des habitants, ou alors des quartiers qui vont être plus petits qu'un quartier vécu des habitants. Donc, des choix ont été faits, soit des conseils citoyens à l'échelle des communes, soit des conseils citoyens qui reprennent plusieurs quartiers prioritaires. Donc, tout ça, c'est de la négociation locale en fonction d'un territoire et des spécificités du territoire. Donc, souvent, quand on regarde la loi, on arrive à comprendre pourquoi les territoires ont fait d'autres choix que ce qui peut être dans la loi dans une négociation locale pour adapter au mieux le cadre de la loi au territoire. Donc là, les questions permettent justement de savoir les choix qui ont été faits, notamment sur le tirage au sort, et puis derrière, permet en s'auto-évaluant de savoir pourquoi tel choix a été fait par rapport à un autre. C'est la colonne suivante. Qu'est-ce qui explique l'écart entre la loi et la réalité du territoire? Si effectivement, par exemple, un conseil citoyen à l'échelle d'une commune dans son ensemble permet de mieux appréhender la diversité des acteurs locaux et des citoyens, pourquoi pas, mais au moins on sait pourquoi ce choix a été fait. Et puis, une colonne suivante qui est l'enseignement pour la suite, où là on est plus sur un élément prospectif, c'est si on avait quelque chose à imaginer en plus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc là, vous voyez, cette grille d'auto-évaluation, elle permet à un chef de projet politique de la ville, à un conseil citoyen, de se situer par rapport à ce qui était envisagé dans la loi. Alors, on a rappelé quelques éléments qui sont intéressants parce que aussi, souvent, on a, en tant que centre de ressources, et là je vais parler en mon nom, on a eu des retours sur le territoire, par exemple, d'une inadéquation entre les démarches participatives existantes et puis le conseil citoyen, en disant que le conseil citoyen a été plaqué en 2015 sans réflexion globale sur l'ensemble des démarches participatives. Si on regarde la loi, dans ce tableau, on s'aperçoit qu'il y a bien un diagnostic préalable qui devait être fait en 2014-2015, avant la mise en place des conseils citoyens, justement pour bien adapter le cadre des conseils citoyens aux démarches participatives existantes. Donc, on voit que quand on lit la loi, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu oublier de ces 6-7 dernières années qui sont bien dedans. On vous a mis également un extrait de la loi Égalité Citoyenneté de 2017 qui reprend un élément qui nous paraît aussi important, c'est celui des congés accordés aux conseillers citoyens. Un droit pour les conseillers citoyens qui, dans la pratique, est assez peu mis en œuvre parce que les entreprises ne connaissent pas forcément ce texte de loi, qu'il est difficile de le mettre en œuvre. Donc voilà, c'est aussi un rappel que sur son territoire, on peut également aller voir les organisations syndicales patronales pour montrer que ce droit existe et que les conseils citoyens ont droit à des jours de congé pour participer à la gouvernance de la politique de la ville. Donc cette grille d'auto-évaluation, ce qui peut être intéressant,
sur un territoire, c'est de la travailler en multi-acteurs. C'est-à-dire, si on a les services de l'État, la collectivité qui pilote les contrats de ville et les conseillers citoyens, autour de la table, ça permet déjà de savoir ce qui a été fait comme choix et comment on peut le réadapter pour la suite. Donc voilà pour cette grille d'auto-évaluation qui est disponible en téléchargement. Et puis, on va peut-être vous la mettre dans le chat. Je ne sais pas si ça a été fait, mais vous pourrez la retrouver facilement. Si c'est bon, elle est dans le chat. C'est bon, parfait. Alors, si dans le chat, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais si vous avez quelques questions sur cette grille, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. Il y a quelques remarques plutôt sur des situations territoriales, mais Et c'est justement ce qui est intéressant dans cette grille, c'est justement de bien regarder sur son territoire comment ça a été fait, pourquoi. Souvent, les décisions, elles ont été prises parce qu'il y avait une situation particulière qui a pu être mise en place. Cette situation, elle a pu changer aussi. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a eu des élections en 2020 sur les municipales, il y a eu des élections au niveau régional. Donc, les situations locales ont pu complètement changer, être modifiées. Et donc, ça peut permettre aussi, il y a des projets de rénovation urbaine aussi qui ont avancé, il y a des actions du contrat de ville qui ont avancé et qui ont pu faire avancer aussi les choix qui avaient été faits initialement en 2014-2015. Et on se dit, pendant la période d'évaluation, réinterrogeons les choix qui avaient été faits à l'époque et puis essayons de voir si il faut les modifier. Il convient de modifier certains aspects pour la suite. Alors, la grille pourrait-elle faire l'objet d'un travail partagé entre la collectivité et les animateurs, animatrices? Alors, nous, c'est un petit peu notre souhait aussi. Donc, la grille, nous, notre logique, elle est en open source. Tous les documents qu'on va vous fournir, ils ont vocation à vivre, à être modifiés en fonction des contextes aussi locaux. Nous, ce qu'on encourage, c'est la prise en main de l'outil, de pouvoir aussi le tordre un petit peu pour le faire rentrer dans ce qui convient le mieux à votre territoire. Et nous, l'objectif aussi, c'est que ça puisse être des outils qui permettent de mettre le collectif autour de la table un maximum pour pouvoir mettre en discussion et bien co-construire cette politique de la ville comme c'était le sens de la loi. Cette grille d'auto-évaluation, on peut la faire chacun dans son bureau. L'idéal, c'est quand même de la faire tous autour d'une table entre les différents partenaires qui sont intégrés à la réflexion sur les conseils citoyens, justement pour pouvoir faire un état des lieux de ce qui peut évoluer sur ces conseils citoyens. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez utiliser l'outil comme base de travail, ça, il n'y a pas de souci. Essayez quand même de regarder si ça convient bien à votre territoire. On s'est dit aussi que on l'a fait dans le cadre de l'impact des conseils citoyens de la période d'évaluation, mais que ce travail d'auto-évaluation, il peut aussi être utilisé sur d'autres temps que celui spécifique de l'évaluation pour faire un point sur son conseil citoyen, par exemple. Alors là, on a une question sur la nomination de certains membres des conseils citoyens pour le fonctionnement. Donc, il y a quelques éléments dans la loi qui revenaient sur le tirage au sort, sur les acteurs locaux qui peuvent être désignés. Et puis, sur ce sujet-là, on va aussi regarder le portrait robot du conseil citoyen de Yannick Gauthier, qui justement nous fait aussi un éclairage sur les choix qui avaient été faits sur la nomination des membres des conseils citoyens ou la sélection des membres des conseils citoyens. Moi aussi, il me semble qu'il n'y a plus de questions et on a une belle transition là effectivement vers le portrait robot du conseil citoyen. Alors, on a une question intéressante sur les centres sociaux et maisons de quartier qui doivent s'associer au conseil citoyen pour co-construire ensemble des projets.
Alors, ça dépend des contextes locaux, mais c'est sûr que dans le conseil citoyen en tant que tel, on a aussi un collège qui doit représenter les acteurs associatifs et économiques du quartier, et c'est l'occasion aussi d'intégrer les centres sociaux, maisons de quartier dans ces conseils citoyens, plutôt à vocation associative, parce qu'après, on a justement cette question de l'autonomie et de l'indépendance des conseils citoyens qui peut se poser en cas de centres sociaux ou maisons de quartier portés directement par la collectivité. Donc, oui, pour co-construire les projets, juste une petite veille sur l'indépendance des conseils citoyens qui doit bien être permise. Alors, effectivement, il y a aussi l'avis du CNV sur les conseils citoyens. On ne l'a pas dit dans les documents qui nous ont servi. Il y a effectivement cet avis du CNV et il y a également le rapport de la Commission nationale du débat public avec ses préconisations qui ont été très intéressantes pour nous, justement pour essayer de mieux appréhender les conseils citoyens. Alors, je vais laisser la parole, Sylvain, peut-être pour la suite. Oui, s'il n'y a plus de questions, alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. On aura d'autres temps de questions-réponses. Il reste encore 3 temps de questions-réponses, donc on ne s'arrête pas là sur les questions, vous pouvez toujours en poser, mais on va essayer d'avancer un petit peu et passer au portrait robot du Conseil citoyen. Yannick, si tu veux bien. Oui, merci Sylvain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite le lien vers le portrait robot dans le chat, que vous pourrez donc consulter au fur et à mesure de cet exposé. Là, ce que je vais faire pour cette intervention précisément, c'est un truc en 2 temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par décrire la méthode. Donc, comment vous approprier la méthode pour faire une sociographie des conseillers citoyens sur un territoire plus ou moins large. Et ensuite, je présenterai assez brièvement les résultats de ce portrait robot, brièvement, puisque vous retrouvez en fait toutes les statistiques dans ce document-là, avec des figures, etc. Donc on est parti. Le constat, il est celui-ci, c'est que il suffit pas de créer un dispositif de démocratie participative pour la voir apparaître comme par magie, en fait, hein, dans les quartiers populaires. Et ça, les professionnels de la politique de la ville le savent bien. Précisément, dans un contexte qui est marqué par la crise de la représentation, la participation, elle ne se décrète pas, elle se co-construit avec les habitants et avec les acteurs locaux. Et d'ailleurs, José Ders, qui est un précurseur du développement social, me disait en entretien, aujourd'hui, cette co-construction semble évidente pour tous parce qu'on ne fait pas le bonheur des gens sans eux. Pourtant, l'offre publique de participation reproduit les inégalités politiques en favorisant l'enrôlement et l'engagement d'un public d'habitués de la participation citoyenne. Ça, c'est un fait aussi connu. Comme l'expérience, la littérature scientifique démontre que ce sont plutôt des hommes âgés, éduqués, aisés, retraités et déjà engagés par ailleurs et aussi électeurs réguliers. Alors, on l'a vu un petit peu avec Pierre-Édouard. Pour rompre avec cette fatalité, l'article 7 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, que je vais appeler maintenant la loi Lamy, rend obligatoire le recours au tirage au sort pour constituer les collèges habitants des conseils citoyens. Alors du coup, mon énigme, c'est la suivante. Est-ce que cette injonction légale au tirage au sort permet de renouveler les publics de la démocratie participative ? Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans cette évaluation ? Dans le cadre de l'évaluation de l'impact des conseils citoyens sur la gouvernance de la politique de la ville, une connaissance plus fine des publics engagés dans ces conseils citoyens va permettre en fait d'adapter les stratégies de mobilisation et d'accompagnement des conseillers citoyens pour le dire avec un langage technique, pour renforcer les synergies entre les partenaires du contrat de ville, alors même que la dynamique semble s'essouffler sur l'ensemble des territoires. Et donc, dans cette communication, comme je vous le disais un peu en introduction, je vais revenir sur la méthode que j'ai suivie pour faire la sociographie des conseils citoyens et je vais vous livrer les principaux résultats pour la région des Hauts-de-France. Alors, comment on fait ? Ou plutôt comment j'ai fait, puisque c'est pas la méthode, c'est une méthode parmi d'autres. Pour établir ce qu'on peut appeler le portrait robot du conseiller citoyen dans la région des Hauts-de-France, j'ai croisé 3 jeux de données. Le premier jeu de données, il vient de l'Observatoire national pour la politique de la ville, l'ONPV. En fait, alors pour la région des Hauts-de-France, il y avait 102 questionnaires qui ont été passés au chef de projet chargé de la politique de la ville en 2018.
Je reviendrai plus en détail sur cette étude-là. Ensuite, il y a aussi les données qui sont issues de l'analyse de 166 arrêtés préfectoraux que j'ai récoltés personnellement entre 2014 et 2022. Dans les faits, ça commence plutôt en 2015. Et un troisième jeu de données avec 292 questionnaires qui ont été passés aux conseillers citoyens par mon laboratoire de recherche qui s'appelle le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, le CERAPS, et également par le Centre de ressources des Hauts-de-France, l'Institut régional de la ville, l'IREV, et tout ça, ça s'est passé en 2019. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est en fait croiser les sources, ça permet d'objectiver des écarts dans la mesure des variables dans l'espace et dans le temps. Donc, selon les institutions qui sont en charge de l'étude de ces publics-là ou du recensement de ces publics-là, et puis dans le temps, en fonction donc de l'évolution. Et là, on note clairement un essoufflement, d'ailleurs, des conseillers citoyens qui se traduit aussi dans les chiffres, en fait. Alors, pour détailler un peu plus les sources qui ont été utilisées, donc déjà l'ONPV. L'ONPV, il a été créé par la loi Lamy et il a pour mission de contribuer à une meilleure connaissance des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à l'évaluation des politiques publiques qui sont menées en leur faveur. Et en fait, tous les ans, l'ONPV, il élabore un rapport que vous avez peut-être déjà consulté, qui est remis au gouvernement, au Parlement et qui est rendu public. Et en 2018, il y a des questionnaires en fait, qui ont été passés en ligne aux chefs de projet politique ville dans le cadre d'une enquête de suivi des conseils citoyens. Alors pour moi, cette enquête, c'est vraiment une excellente porte d'entrée pour évaluer l'impact du dispositif sur la politique de la ville, parce qu'en fait, on peut y trouver des informations sur la mise en place, la composition, le fonctionnement, l'animation, la formation, l'association à la co-construction du contrat de ville, également sur les moyens et sur les actions portées par les conseils citoyens. Et à l'époque, donc c'était en début 2019, je crois, j'ai obtenu en fait la base de données de la région Hauts-de-France, en contactant simplement Kevin Demange-Claude, qui était chargé d'évaluation et d'analyse territoriale à la direction des stratégies territoriales de l'ONPV. Donc je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire à contacter l'ONPV et à demander en fait la base de données en fait pour la traiter vous-même. Alors pour utiliser cette source, par contre, il y a un important travail de nettoyage, comme on dit dans les enquêtes quantitatives, qui doit être fait. Quelles sont les variables qui nous intéressent, comment on les code, comment on les interprète. Donc tout ça est assez chronophage. Encore plus chronophage, c'est l'enquête sur les arrêtés préfectoraux. Alors, comme vous le savez certainement, dans son article 7, la loi Lamy prévoit que, je cite, « le représentant de l'État dans le département reconnaît la composition du conseil citoyen ». Autrement dit, le conseil citoyen, il est officiellement labellisé, reconnu si vous voulez, lorsque le préfet de département ou son délégataire prend l'arrêté préfectoral portant composition du conseil citoyen. Alors, on a les recueils des actes administratifs, que je vais appeler RAA, qui recensent les décisions des services de l'État et de certaines autorités administratives à l'échelon départemental, dont la publicité est obligatoire. Et précisément, les arrêtés préfectoraux portant composition des conseils citoyens sont publiés dans les RAA, qui sont rendus disponibles à la fois en version papier, en préfecture, et en version numérique en ligne. Alors, ces arrêtés préfectoraux, là, c'est vraiment des sources aussi très précieuses d'informations pour étudier les publics des conseils citoyens. Par exemple, peuvent être mis à disposition du chercheur les noms et localisations de la commune et du quartier prioritaire concerné par l'arrêté préfectoral, la date de la prise d'arrêté préfectoral, l'identité et la qualité du preneur de l'arrêté, la date et la demande de validation du conseil citoyen, l'identité et la qualité du demandeur, les modalités de portage du conseil citoyen, la méthode de constitution des collèges habitants et acteurs locaux du conseil citoyen, le nombre d'individus titulaires, suppléants, tirés au sort, volontaires, nommés pour les deux collèges, leur nom, leur sexe, leur date de naissance, le nom de la structure d'appartenance, leur lieu de résidence ou encore le siège de la structure représentée. Cependant, il faut noter quand même qu'il n'y a pas de modèle unique pour établir les arrêtés préfectoraux pour les conseils citoyens et par conséquent, les données ne sont pas toujours les mêmes d'un département à l'autre. Ces variables peuvent être codées dans un tableur pour trier les informations dans un tableau croisé dynamique. Alors, pour faire un retour sur expérience, là je vois donc
une remarque dans le chat qui est très juste, c'est-à-dire que, évidemment, vous n'avez pas forcément le temps de faire ça en 3 mois, c'est extrêmement chronophage. Là, ça a été fait dans le cadre d'une recherche doctorale. Seulement, si peut-être chaque conseil citoyen s'y met, en tout cas, il aura des informations sur son propre conseil citoyen. L'idée, c'est de faire en fonction de l'échelle qui vous correspond, en fait, et des moyens qui vous correspondent. Donc moi, au total, j'ai consulté 5566 RAA qui ont été publiés entre 2015 et 2022. Et au final, j'ai retrouvé 166 arrêtés préfectoraux portant composition des conseils citoyens dans la région des Hauts-de-France. À savoir que les modalités d'accès à ces documents varient fortement d'une préfecture à l'autre et rendent plus ou moins complexe la tâche, en fait. En moyenne, bon, j'ai noté que les RAA sont accessibles en 5 clics à l'unité. Et parfois, il est possible de consulter un sommaire pour retrouver les 10 arrêtés, parce que parfois, on a des centaines, voire des milliers de pages dans un seul document. Lorsque la préfecture ne met pas de sommaire à disposition, il est souvent possible d'effectuer une recherche par mots-clés sur le document. Et quand les arrêtés préfectoraux sont scannés et que la recherche par mots-clés est impossible, là, il faut vérifier chaque page visuellement, ce qui prend vraiment un temps considérable. Dans la région des Hauts-de-France, je constate que les arrêtés préfectoraux ne sont pas à jour. Je les envisage plutôt comme des documents historiques, on va dire. C'est-à-dire qu'ils rendent compte de la composition du conseil citoyen à un moment donné, et c'est souvent lors de sa création. Un point de vigilance, c'est que certains conseils citoyens ont été labellisés par un arrêté préfectoral, mais n'ont jamais été actifs ou ne sont plus actifs. Et c'est la même chose pour les conseillers citoyens. Certains sont indiqués sur les arrêtés, mais n'ont jamais participé, voire pour certains n'ont jamais demandé à y figurer, pour le coup. Alors, quelques recommandations, si vous souhaitez quand même faire ce travail, demandez de l'aide à la préfecture pour les recenser. Pour ma part, j'y étais pas parvenu en fait à l'époque où j'ai commencé ce travail. Demandez évidemment aux partenaires du contrat de ville une copie des arrêtés préfectoraux, ça sauve quand même pas mal de temps. Et puis constituer, si possible, une équipe pour collecter les arrêtés préfectoraux et coder les données. Donc pour moi, en fait, je suis seul à travailler sur cette enquête en Hauts-de-France et je fais le tour des RAA chaque mois depuis le début de mes recherches doctorales. Donc en fait, j'ai eu un gros travail au début pour rattraper mon retard. Et ensuite, maintenant, je fais ça assez régulièrement. Et enfin, donc, l'enquête CERAPS-IREV 2019, sur laquelle je vais m'appuyer pour vous présenter des résultats juste après. Donc, en fait, en 2019, mon laboratoire s'est associé à l'IREV pour mener une enquête quantitative inédite sur les publics des conseils citoyens. Et cette étude, elle se fonde sur la collecte et l'analyse de données sociodémographiques qui ont été recueillies par un questionnaire accessible, court, c'est-à-dire un recto verso, et anonyme à remplir par les conseillers citoyens en réunion ou en ligne. Et donc, on a 15 items. Le département du conseil citoyen, la commune du conseil citoyen, ça c'est plutôt pour des considérations techniques, l'année d'enrôlement de la personne dans le conseil citoyen, donc l'année où elle a rejoint le conseil citoyen, le collège, est-ce qu'elle appartient au collège habitant, au collège association et acteurs locaux, comment elle est arrivée dans ce conseil citoyen, c'est-à-dire la méthode d'enrôlement en fait. Je vais revenir après, mais est-ce que c'est un tirage au sort, est-ce que c'est du volontariat, etc. Est-ce que le conseil citoyen est constitué en association ou pas? Quelle est la place de la personne dans ce conseil citoyen? Est-ce que c'est un simple membre? Est-ce que c'est le président de l'association, par exemple? Voilà. Quels sont les motifs d'enrôlement dans le conseil citoyen? Et puis ensuite, des considérations plus personnelles, on va dire, le sexe de la personne, sa date de naissance, sa situation professionnelle, sa catégorie socio-professionnelle, son niveau de diplôme, ses autres engagements publics et le comportement électoral. Là, c'est pareil, vous pouvez évidemment choisir quels sont les items qui vous intéressent, évidemment dans le laps de temps qui vous est donné. Vous pouvez me contacter directement pour recevoir le questionnaire qu'on avait créé avec Pierre-Édouard et qui a été soumis aux conseillers citoyens. Je vous mets mon adresse email dans le chat. Parce que je prépare une note méthodologique en fait pour que chacun puisse s'approprier les outils d'enquête. Je suis arrivé assez tardivement dans ce projet, donc là je n'ai pu fournir qu'une synthèse, on va dire, des chiffres. Et si je peux vous donner quelques conseils pour la marche à suivre. Donc déjà, il y a un temps de préparation. Donc établir la grille du questionnaire. Libre à vous de reprendre la grille que j'ai confectionnée il y a quelques années et d'améliorer. Contacter les partenaires du contrat de ville, que ce soit les centres de ressources politiques de la ville, préfet de département, aussi préfet délégué pour l'égalité des chances, voilà, pour faire connaître l'initiative.
Et puis également pour peut-être impulser quelque chose et avoir de l'aide simplement. À l'époque, j'avais contacté les directions départementales de la cohésion sociale. Aujourd'hui, donc, il faudrait s'adresser aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. On avait contacté les chefs de projet chargés de la politique de la ville, à l'échelon intercommunal et communal, et les conseils citoyens. Et puis bien sûr, communiquer sur les réseaux sociaux, via les centres de ressources. À l'époque, j'avais communiqué sur la plateforme conseilcitoyen.fr. Aujourd'hui, ce serait plutôt la grande équipe. Et puis, j'avais communiqué auprès des acteurs associatifs, comme la Ligue de l'enseignement, le mouvement associatif, etc. Après, il y a un deuxième temps, c'est la passation. Donc, j'avais envoyé un formulaire, en fait, pour organiser la passation. Est-ce que vous voulez le formulaire, enfin le questionnaire en papier ou en ligne? Ensuite, j'avais envoyé des questionnaires au format papier avec une enveloppe timbrée, à mes frais par ailleurs. Envoyer aussi des questionnaires en ligne par email, sachant que le questionnaire était hébergé sur le site de l'IREV. Et puis, des passations en réunion pour présenter la démarche, accompagner les conseillers citoyens et répondre aux questions. Et puis un temps d'analyse des données, où on trie les données dans un tableau croisé dynamique et on modélise les données. C'est la phase dans laquelle je suis actuellement. Et pour répondre à la question de Sylvette, justement, les données ne sont pas encore publiques, parce que tout ça, ça se fait dans le cadre de ma thèse de doctorat, et que concrètement, il faut que je la produise. Elle est en cours d'écriture. Accessoirement, je fais ça bénévolement, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas payé pour ça. Donc, ça va arriver, mais je ne sais pas quand. Mais vous pouvez toujours évidemment me contacter et je vous donnerai ce que je peux, il n'y a aucun problème. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Quel est finalement le portrait robot du conseiller citoyen en région Hauts-de-France? Alors comme je vous disais, l'objectif, c'est pas de vous assommer de chiffres. Les principaux résultats statistiques de l'enquête peuvent être consultés via le lien qui vous a été envoyé par email et que j'ai mis dans le chat. Donc en gros, le portrait robot du conseiller citoyen engagé dans les collèges habitants en région Hauts-de-France, c'est un homme qui est âgé de 56 ans, qui est titulaire d'un CAP, c'est-à-dire d'un certificat d'aptitude professionnelle. Il était employé, retraité, déjà engagé par ailleurs et électeur régulier. Donc en fait, on retrouve bien le profil typique des habitués de la participation, sachant que ces personnes sont généralement enrôlées dans le conseil citoyen depuis 2016, donc depuis quasiment la création de leur conseil citoyen, et que cette personne a répondu à un appel à volontaires, et donc non pas tiré au sort, je précise, par sens du devoir civique. Donc finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que le tirage au sort, a priori, il n'a pas permis de renouveler les publics de la démocratie participative, mais il y a une méthodologie qui doit être adaptée, en fait, pour surmonter les obstacles qui se sont heurtés à la mise en œuvre de ce tirage au sort. Parce que, si vous voulez, le tirage au sort, ce qu'on constate, c'est que c'est un outil puissant, mais exigeant. En région Hauts-de-France, et ailleurs aussi, l'interprétation du cadre juridique et du cadre de référence, qui est souple en fait, avec cette notion de tirage au sort, c'était un compromis en fait fait notamment aux élus qui s'inquiétaient de cette nouveauté en fait démocratique. Cette souplesse a conduit à l'élaboration d'une diversité de techniques de recrutement qui sont non exclusives les unes des autres, pour constituer les collèges habitants des conseils citoyens. On a le tirage au sort sur liste administrative, le tirage au sort sur liste de volontaires, ce n'est pas la même chose. On a l'appel à volontaires, qui est donc dominant dans toutes les statistiques qu'on peut faire, quelles que soient les sources, et la nomination, plus surprenant, la nomination. Et donc ces arrangements institutionnels, en fait, ont favorisé la reproduction d'un public d'habitués de la participation citoyenne dans les conseils citoyens. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que dans la littérature scientifique et technique, des enquêtes qualitatives montrent que le tirage au sort, quand il est bien mis en œuvre, permet d'enrôler certains inouïs de la participation citoyenne dans les collèges habitants des conseils citoyens. Et là, on a une méthodologie en 3 temps qui avait été donnée dans un dernier rapport sur les conseils citoyens. Un temps de préparation, constituer une liste en croisant les sources et mener une campagne d'information auprès des habitants, sachant que les listes électorales, comme vous le savez peut-être, ne suffisent pas. Elles discriminent les étrangers et les jeunes qui sont non inscrits et mal inscrits sur les listes électorales. Utiliser par exemple des listes fournies par les bailleurs, par EDF, etc., ce qui est un gros travail aussi en amont. Il y a un temps de mise en place avec des logiciels informatiques qui existent, qui sont fiables pour effectuer la sélection des conseillers citoyens en présence d'un tiers garant. Et puis un dernier temps de suivi très important pour mobiliser évidemment les personnes sélectionnées, parce qu'il ne s'agit pas de tirer au sort, il faut aussi convaincre les personnes d'exercer ce droit en fait, d'avoir été tirées au sort, répondre aux questions, lever les doutes pour donner du sens à l'engagement participatif et développer la dynamique du groupe.
Et pour conclure, la mise en œuvre de cette méthodologie suppose des ressources et des compétences qui sont, j'en suis conscient, bien souvent incompatibles avec la réalité du métier de professionnel de la politique de la ville. C'est pourquoi on recommande aux collectivités locales de se faire accompagner par des prestataires extérieurs tout au long du processus. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis un peu en retard. Merci pour votre attention. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous. Merci Yannick pour l'exposé très précis. Alors, il y a plusieurs questions là dans le chat, à savoir, est-ce que tu t'es appuyé sur les travaux du CIV qui sont en cours sur la politique de la ville? Je ne vois pas quels sont les travaux auxquels cette personne fait référence. Désolé, je n'ai pas le nom, je n'ai pas Je vu. pense que c'est du CNV, du Conseil du national des CNV. villes. Ok. Nécessairement, c'est-à-dire que, très rapidement, en fait, la thèse prend tous les angles possibles sur les conseils citoyens et j'ai été forcément amené à lire ce document et à l'utiliser. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre sur cette question. En tout cas, ouais, le CNV fournit toujours une documentation extrêmement intéressante et je vous invite évidemment à les utiliser. Oui. Du coup, il y avait une question aussi de Lamia sur le caractère aisé peut-être aussi pour compléter le portrait robot du conseiller citoyen. Est-ce que, ou en tout cas de l'assidu de la participation, je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Pardon, j'ai pas bien entendu ce que tu disais. Que pour compléter le Oui. portrait robot, c'est aussi des personnes aisées. Ouais. Est-ce que tu as constaté ça de ton côté? Est-ce que tu as pu Disons que oui, c'est-à-dire c'est un peu délicat parce qu'évidemment la population c'est les habitants des quartiers populaires, mais on s'aperçoit quand même que oui, il y a une frange de la population qui est plus aisée, qui parfois occupe des postes par exemple de cadres et qui sont surreprésentés en fait dans les conseils citoyens, contrairement aux ouvriers par exemple qui sont finalement proportionnellement assez peu nombreux dans ces conseils citoyens. Donc là on a cette loi d'airain de l'oligarchie, en quelque sorte, sociale, qui se manifeste encore dans les conseils citoyens. Donc oui, et c'est notamment le cas dans les collèges associations et acteurs locaux. J'en ai très peu parlé, mais j'ai les chiffres aussi. Éventuellement, je pourrais aussi vous les transmettre si besoin, et si vous me les demandez, il n'y a pas de souci. Alors, là, on a quelques remarques sur les listes utilisées, notamment la liste des bailleurs. On nous fait remarquer qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont présents en tant que chefs de famille et peu de femmes. J'imagine que la suite, c'est ça entraîne un déséquilibre dans le tirage au sort. Les listes de recensement aussi sur la journée de défense et de citoyenneté pour le tirage au sort permet l'implication des 16-18 ans. Voilà, est-ce que tu as des réactions par rapport à ces deux remarques? Oui, déjà, oui, c'est sûr que bon, rien ne sera parfait, aucune méthodologie n'est parfaite. Le tout, je pense que c'est de multiplier au maximum les sources, de les croiser au maximum, ce qui représente un travail colossal, j'en suis bien conscient, et ça a été notamment dit par les techniciens. Par contre, oui, sur la question de l'implication des 16-18 ans, alors j'ai pas eu accès à ces listes directement. En tout cas, ce qu'on remarque quand on fait la sociographie des conseils citoyens, alors pour le dire d'une formule simple, les jeunes sont parlés plus qu'ils ne parlent. Alors là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, excusez-moi, j'ai plein de fenêtres ouvertes, mais je pense que ça doit être disponible, il me semble, dans le document. Quand on regarde en fait la répartition par tranche d'âge des conseillers citoyens, on s'aperçoit que il y a très peu de jeunes en réalité et que les seniors sont surreprésentés, comme on a pu le voir par exemple avec les conseils de quartier. Donc finalement, le tirage au sort ne permet pas vraiment d'enrôler systématiquement, en tout cas des jeunes. Et comme le disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, il y a énormément de démissions en fait, dans tous les cas, et d'où l'importance de suivre en fait les conseillers citoyens tirés au sort, de les accompagner, de donner du sens à cet engagement, de leur apporter de la reconnaissance, de montrer que non, ce dispositif ne sert pas à rien, ce qui peut être parfois vécu comme tel en fait, et qu'il faut s'approprier ce dispositif finalement. Voilà, je pense que c'est important en fait vraiment de suivre au maximum les conseillers citoyens et de pas les laisser seuls en fait. Ok, merci. Et puis en plus, tu as pris une question supplémentaire. Il en reste une dernière. Avez-vous pu voir comment s'articulent les collèges, associations et acteurs locaux avec le collège habitant
Oui, alors depuis quelques années, donc je fais aussi du travail de terrain dans les conseils citoyens. C'est par ailleurs ce que je préfère en fait, finalement, être au contact des conseillers et puis voir comment ça se goupille et les accompagner si besoin est. Et moi, ce que je remarque en fait, c'est que, alors évidemment, c'est ce que je veux dire est très général, hein, c'est généralise. En fait, étant donné qu'il y a plus de gens expérimentés dans les collèges, associations et acteurs locaux, ce qui est logique, ils ont tendance à prendre le pas, en fait, à prendre le leadership, si on veut le dire en anglais, sur les conseillers des collèges habitants, qui vont du coup se mettre plus en retrait et qui vont peut-être avoir aussi moins de compétences. Enfin, en tout cas, c'est un sentiment. Ils vont se sentir moins compétents pour participer et pour apporter leur voix, alors que ils sont tout aussi légitimes en réalité, hein, puisqu'ils font partie de ce conseil citoyen. Mais ce qu'on remarque, c'est ça. Et parfois, je dois le dire, certaines, alors je ne sais pas si le terme est adéquat, mais certaines discriminations, on va dire, à la compétence. Par exemple, des conseillers citoyens des collèges, associations, acteurs locaux qui vont minorer la participation des membres des collèges habitants. Bon, alors ça peut aller jusqu'à de l'humiliation, hein, je l'ai vu en observation, ça c'est vrai. Mais après, bon, il y a des cas où ça se passe extrêmement bien et où au contraire, les conseillers euh, associatifs, on va dire, et acteurs locaux tirent vers le haut les membres du collège habitant, en fait. Voilà, il y a tout, mais si on généralise, j'ai plutôt vu ce cas de figure-là, c'est-à-dire une domination participative, en quelque sorte, des personnes qui sont déjà engagées, qui sont habituées de la participation et multipositionnées, on dit, dans ce champ-là de l'engagement, en fait. Très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il me semble Merci pour vos questions. qu'on n'a plus de questions, donc on va pouvoir continuer. Donc, je vais céder la parole à Gauthier Delahaye pour Normandville sur la grille de questions évaluatives. Merci Sylvain. Donc, sur la question de la grille évaluative, ici, on va voir comment elle a été créée, pourquoi. Cette grille et l'animation de focus group qui en découlent sont parties d'une volonté partagée d'obtenir une vision de l'impact des conseils citoyens un tant soit peu objectivée, d'après des questions qui sont posées donc, à différents types d'acteurs. Alors, je vais faire comme Yannick, je vais vous mettre dans le chat le lien de téléchargement de la grille évaluative. Donc, cette grille, elle a été construite collectivement à partir de ce travail qu'avait réalisé l'IREF sur l'intention de la loi pour rédiger 19 questions accompagnées de questions de relance. Et donc, ce travail initial de l'intention de la loi a été enrichi de questions qui se sont posées près de 8 ans après la validation finalement de la loi Lamy, puisque ce travail a été réalisé au premier semestre 2021. Donc, nous avons fait le choix de plutôt partir sur des ateliers collectifs, des focus group, et pas sur des entretiens bilatéraux, parce que ça a été un peu évoqué aussi dans le chat, on est tous contraints par un temps qui n'est pas infini. Je crois que dans ce contexte d'évaluation, le mot efficience revient presque dans toutes les bouches, et c'est bien normal. Donc voilà, alors je ne dirais pas qu'on savait anticiper le télé qui était dédié à l'évaluation, mais de toute manière, 3 mois, 6 mois, 1 an, la question du temps à dédié à l'évaluation est une question qui se pose sur chaque territoire. Donc l'objectif de cette grille d'évaluation, c'est d'établir sur un territoire donné l'impact du conseil citoyen. Qu'est-ce que ce nouvel acteur comment ce nouvel acteur a acquis sa place dans la politique de la ville et quels sont les effets de son action, de sa présence à 3 niveaux. Et donc, en défilant le PDF partagé, vous pouvez voir que cette grille est constituée en 3 blocs. Le premier porte sur la gouvernance, le fonctionnement du contrat de ville. Est-ce que le conseil citoyen a un poids dans les décisions prises au sein du contrat de ville? Si oui, où est-ce qu'il a ce poids-là? Est-ce que c'est dans les comités de pilotage? Est-ce que ce sont dans les groupes de travail? Quelle est la place qui est laissée par les partenaires institutionnels au conseil citoyen au sein du contrat de ville? Aussi, quelles sont les évolutions de posture? Est-ce qu'il y a une adaptation du vocabulaire, des horaires de réunion pour faciliter aussi la participation des habitants, des acteurs locaux engagés dans les conseils citoyens? Voilà, c'est ce que nous avons souhaité comprendre à travers les 7 questions de ce premier bloc.
pour vraiment mesurer la co-construction de la politique de la ville au sein des réunions, des comités de pilotage, groupes de travaux, comités techniques, etc. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc porte plus sur l'impact du conseil citoyen sur le réseau d'acteurs. Par exemple, est-ce que le conseil citoyen est entré dans les boucles d'information des partenaires mairies, des partenaires État? Si oui aussi, est-ce qu'il est entendu au niveau technique? Est-ce qu'il est aussi entendu au niveau politique? Voilà, quelle est la nature de ces relations? Est-ce qu'ils sont plus vus comme des relais d'information? Est-ce qu'ils sont vus comme des partenaires de co-construction ou des partenaires qui donnent un avis sur un projet sans aller pour autant à une co-validation? Voilà, c'est comprendre aussi la nature des relations qu'a eu ce nouvel acteur avec les techniciens, avec les élus, avec les services de l'État. Également, est-ce que ces partenaires ont mis à disposition des temps de qualification? Enfin, quels moyens aussi ont été, alloués au conseil citoyen pour qu'ils puissent mener leur mission? Et en troisième et dernier bloc, celui-ci porte sur, l'impact du conseil citoyen sur le territoire, sur le quartier. Ce qui va poser d'autres questions, plutôt sur le rapport du conseil citoyen avec, les associations, avec les centres sociaux, avec les habitants aussi. Est-ce que le conseil citoyen est visible? Est-ce qu'il est identifié? Et puis, quel est aussi son rôle sur le terrain? On peut voir sur différents territoires qu'il y a, voilà, différents rôles, enfin, il y a un rôle par un conseil citoyen ne fait pas l'autre, très clairement. Et donc, voilà, il y aura des concessions qui vont plus porter des actions sur le quartier, d'autres qui vont faire la communication des ententes des institutions vers les habitants, d'autres ce sera l'inverse, des habitants vers les institutions. Donc, quelle est la place qu'occupe le conseil citoyen sur le terrain, concrètement? Ça va poser aussi la question, voilà, est-ce que le conseil citoyen se sent porte-parole porte-parole des habitants? Est-ce que vous considérez que le conseil citoyen est représentatif de la parole des habitants? Voilà, vous pouvez voir qu'il y a en effet beaucoup de questions, enfin, je ne vais pas les détailler chacune, mais c'est un peu l'idée que nous souhaitions retirer de chacun de ces blocs. Donc cette grille de questions, elle a été élaborée collectivement avec les membres présents ici. Et cette grille, surtout, elle a été faite, relue par des délégués du préfet, des techniciens mairie. En effet, ça me semblait important d'avoir un aller-retour avec le terrain avant d'appliquer cette grille pour savoir si nous étions pertinents et si nous ne l'étions pas. Donc voilà, il y a eu ces allers-retours des deux côtés, côté Normandie et côté Hauts-de-France. Mais je laisserai Grégory détailler plus comment ont été appliquées ces grilles d'entretien. Donc, ces questions rédigées, elles ont été posées en atelier, en focus group par acteur. Donc, nous avons cherché à savoir quel point de vue pouvait être interrogé sur l'impact des conseils citoyens, en essayant de dépasser un peu la boucle un peu traditionnelle du conseil citoyen, qui est surtout en lien avec le technicien mairie. Donc voilà, originellement, nous souhaitions avoir les points de vue des techniciens collectivités, mais aussi des élus, aussi des partenaires État, et d'autres partenaires du contrat de ville, par exemple les bailleurs sociaux. Et puis parmi les conseils citoyens, ça a été dit, voilà, il y a les deux collèges habitants et acteurs locaux qui ont potentiellement chacun des choses différentes à dire, mais il y a aussi les conseils citoyens démissionnaires qui ont démissionné de leur, de leur mandat. Et bah, ça, par contre, je vais laisser Grégory détailler ce point, cette diapositive, mais juste pour dire que voilà, on a l'idée de ces focus groups, c'est de faire des focus groups par acteur pour non pas recueillir des avis personnels, mais aussi obtenir une réponse co-construite, élaborée suite à des échanges entre ces catégories d'acteurs. Puisque pour nous, l'intérêt de cette démarche, au-delà d'avancer sur l'évaluation de l'instance conseil citoyen et de son fonctionnement, c'est aussi qu'il y a un partage d'informations au sein de ces catégories d'acteurs. On le voit, il y a beaucoup de turnover, il y a des personnes qui sont arrivées récemment, d'autres qui sont là depuis plusieurs années. Donc, c'est intéressant aussi que ce moment soit l'occasion d'un temps d'information
entre techniciens, entre conseillers citoyens, puisqu'il y a aussi des renouvellements qui se font encore d'ailleurs. Et dans l'idéal, l'idée, c'est d'en faire une restitution auprès de l'ensemble des participants pour ensuite en constituer une base d'échange et de confrontation des points de vue sur le rôle qu'a pu obtenir le conseil citoyen, dans quel contexte il a pu aussi évoluer. Donc voilà pour la grille d'évaluation et sur son contexte de création. Et maintenant, je vais laisser la parole. Alors, excusez-moi, je lis la question. Pouvez-vous représenter la diapo de répartition des différents focus group? Oui, bah, justement, je passe la parole à Grégory Autier, directeur de S3A, l'association qui accompagne les conseils citoyens, avec qui ce travail a été mené dans l'animation des focus group. Effectivement, on poursuit, puis on fera un jeu de questions-réponses du coup juste après. Donc, comme l'a exprimé Gauthier à l'instant, hein, l'une des spécificités de notre démarche, c'est de ne pas partir en face à face dans le cadre d'interviews, mais bien d'être dans une dynamique plus collective et plus participative de la part des interlocuteurs sollicités. Donc, c'est vrai que c'est à la fois un choix qui peut potentiellement faire gagner du temps qu'une somme d'entretien B2B qu'il faut après analyser, consolider et autres. Mais c'est aussi un état d'esprit qui nous a animés que de partir en focus group parce que on se dit que la question de la participation des conseils citoyens à la gouvernance de la politique de la ville, c'est quelque chose qui concerne tous les acteurs signataires du contrat de ville. Et que c'est intéressant, c'est que ces acteurs par typologie réfléchissent aussi entre eux sur l'histoire qu'ils ont un petit peu traversée ensemble pour après voir comment est-ce qu'ils peuvent avancer. C'est-à-dire, quand je dis l'histoire qu'ils ont traversée ensemble, c'est le focus group, il permet par exemple, des chefs de projet contrat de ville réunis ensemble de regarder ensemble en arrière sur ce qui s'est passé depuis 2015, où est-ce qu'on en est en 2021-22, et de partager leurs réflexions à partir des questions évaluatives qui sont apportées pour que du coup la réponse soit une réponse collective, concertée, et pas seulement le regard peut-être un peu trop subjectif d'un seul. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est que ça permet aussi du coup de faire un constat sur la situation vécue aujourd'hui par les acteurs, et donc on est dans le présent. Et puis l'intérêt d'une évaluation, c'est quand même de mesurer le chemin parcouru, certes, mais c'est aussi pour progresser. Et nous, ce qui nous intéresse dans l'approche focus group, c'est de se dire qu'on n'est pas sur un exercice administratif uniquement, qui est qu'on arrive au terme d'un contrat de ville et donc il faut évaluer pour produire un rapport. L'objectif, c'est de mettre tout de suite en dynamique les acteurs pour le futur. Et c'est de se dire qu'en travaillant, en échangeant ainsi, on est en train de faire un peu équipe ensemble sur on en est là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire demain? Et on commence à partager des éléments de réflexion pour avancer ensemble. Et donc, c'est bien ce côté de, il y a un chemin qui a été parcouru, et puis on sait que ce n'est qu'une étape. On doit désormais ensemble réajuster, mettre quelques éléments en cohérence, et puis projeter le futur possible. Et c'est ce qui nous a intéressés à travers les questions évaluatives sur le focus group, c'est de ne pas se situer juste dans le moment présent de l'évaluation, la production du rapport, et puis après on fait rupture et on verra ce qui se passe demain. À travers le focus group, on est déjà en train de penser à demain ensemble. Après, sur la méthode, alors comme partagé par mes collègues, hein, ce qu'on vous communique aujourd'hui, c'est une expérimentation qui est encore en cours, donc pas totalement aboutie. Peut-être qu'elle n'aboutira pas non plus totalement, parce que c'est aussi ça, une expérimentation. Potentiellement, il y a le droit à l'erreur, il y a des réajustements, et il y a ce qu'on imagine pouvoir faire, et puis il y a ce qu'on finit par pouvoir faire. En tous les cas, dans ce qu'on a fait aujourd'hui, à partir du questionnaire présenté par Gauthier, on a donc réuni en Hauts-de-France et en Normandie
des groupes d'acteurs. Hein. Donc, en Hauts-de-France, c'était des chefs de projet contrat de ville. Il y a eu aussi un focus group conseil citoyen multiterritoire. Donc, conseil citoyen multiterritoire, pour nous, c'est voilà, des conseillers citoyens d'un même département, mais n'agissant pas forcément, n'agissant pas du coup sur le même contrat de ville ensemble. Et puis, sur la Normandie, ce qu'on avait imaginé au démarrage, c'est 7 focus group avec du coup des focus group conseillers citoyens, donc engagés ensemble sur un même contrat de ville, sur un même territoire, un focus group chef de projet qui a été réalisé. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller questionner des conseillers citoyens collectivement qui étaient engagés entre 2015 et 2018, 2019 et qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Et puis, il y a cette idée de pouvoir échanger aussi avec les partenaires du contrat de ville, que sont les bailleurs sociaux, la CAF et autres signataires du contrat, en les réunissant ensemble, parce que la question de la participation citoyenne dans les instances du contrat de ville, c'est quelque chose aussi qu'ils ont vécu, sur lequel ils ont aussi un avis et ils ont peut-être des propositions à faire pour l'avenir. Les élus locaux, forcément, qui sont à solliciter au travers d'une approche spécifique. Et puis, les services de l'État, je dirais multi-administration, en incluant également les DP. Ça, c'est ce qu'on a projeté à l'origine de notre démarche. Un certain nombre de focus group à ce jour ont eu lieu. D'autres pas encore, d'autres potentiellement n'auront pas lieu. Hein, et tout à l'heure, je vous partagerai quelques conseils ou recommandations pour mettre en œuvre la démarche. Il y a toujours un écart forcément sur ce type d'exercice entre ce qu'on imagine de faire, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on peut faire. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. À partir de là, les enseignements déjà qu'on peut en tirer sur… Grégory, excuse-moi, oui. je te coupe, j'ai une question là qui est très en lien avec la présentation que tu viens de faire sur les différents focus group, qui était pourquoi ne pas avoir choisi de croiser les regards État-collectivité au sein d'un même focus group, ce qui aurait peut-être permis justement le croisement de regards entre ces deux typologies d'acteurs. C'est un choix méthodologique qui a ses atouts et peut-être ses limites. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on présente là n'est pas gravé dans le marbre. À chaque territoire aussi, en fonction de sa dynamique, de définir la composition des focus group telle qu'il pense que ça doit se faire. Nous, sur Camp la Mer, avec Gauthier et quelques autres partenaires, on l'a imaginé comme ça. Ça peut effectivement être assez différent ailleurs. En même temps, comme on est sur quelque chose qui n'est pas abouti aujourd'hui, c'est forcément quand on est dans la phase d'aboutissement et après de bilan qu'on peut se dire que ce type de proposition qui vient d'être partagée pourrait être pertinente. Donc là, on vous témoigne bien d'une expérience. On ne dit pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on va essayer aussi de vous en donner les quelques avantages et les quelques écueils. Ce qui est intéressant, et nous en tous les cas, c'est la démarche qui nous anime au sein du collectif aujourd'hui, c'est qu'on vous partage ce qu'on a fait, ce qu'on aurait aimé de faire, et puis après, on se dit que charge aux personnes qui sont aujourd'hui sur ce webinaire peut-être de se l'approprier à leur façon, de le faire vivre, de le faire évoluer, et puis après, de nous le repartager. Moi, on sera assez demandeur de ça. C'est un peu du bien commun qu'on vous donne là, avec juste à la rigueur, la seule condition qu'on y mettrait, c'est n'oubliez pas de nous faire des retours, mais tout à l'heure, dans la conclusion, on reprendra cet aspect-là. Après, donc, quelques enseignements rapides de ce que ça nous donne aujourd'hui, sachant qu'on est encore sur un temps intermédiaire. Ce qu'on se rend compte, alors, sur les principaux enseignements, c'est que l'apport des conseils citoyens à la co-construction la co-construction d'actions se fait plutôt au sein de groupes de travail. C'est peut-être un peu pareil sur d'autres territoires, c'est-à-dire que le sacro-saint comité de pilotage est plutôt une instance qui entérine
et pas une instance qui produit en tant que telle. La production collective se fait sur d'autres instances. Et là, c'est la notion de groupe de travail. Le fait que ça a rendu visible que les conseillers citoyens ont quand même un lien décousu avec leur quartier, et notamment les habitants, situation qui peut s'expliquer par le fait que la question de la participation des conseils citoyens, c'est sur le temps long qu'il faut la regarder. Elle est encore toute jeune. 2015, c'est hier. Hein, et donc, pour que les habitants dans les quartiers visualisent plus précisément ce qu'est un conseil citoyen, ce que ça peut apporter, la complémentarité entre démocratie participative et démocratie représentative, il faut un peu de temps encore, et qu'il y a eu probablement un manque de moyens matériels et humains pour communiquer là-dessus. Quand on peut arriver au terme de ce contrat-là sur un sentiment que ça ne marche pas très bien, toujours, c'est aussi se dire qu'il y a des causes qui peuvent l'expliquer, et que évaluer, c'est essayer d'identifier les causes et les raisons, et de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux dans le prochain contrat. Autre enseignement, c'est que les premiers interlocuteurs des conseils citoyens sont souvent les techniciens des services politiques de la ville, des mairies. Quand on parle de guichet unique, par exemple, si on était sur guichet unique du conseil citoyen ou porte d'entrée du conseil citoyen vis-à-vis des pouvoirs publics, on se rend compte que c'est souvent les chefs de projet, enfin les services politiques de la ville, que les liens sont plus irréguliers avec les autres services des collectivités, avec les services de l'État ou les élus. Après, c'est une réalité, ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, et puis que par la présence de conseillers citoyens sur je dirais, les contrats qui se terminent là a pu permettre progressivement, c'est fluidifié, parce que les uns et les autres se sont je dirais, habitués un peu plus à travailler ensemble, chacun fait des pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, les efforts mutuels font que la place des conseillers citoyens dans des groupes de travail, dans des comités techniques ou même dans un comité de pilotage est plus facilitée aujourd'hui qu'elle ne l'était au démarrage. Après, l'approche en focus group, là où on en est, elle a l'intérêt aussi, c'est que sur une même question, forcément, en fonction de la place qu'on occupe, qu'on soit élu local, qu'on soit chef de projet ou qu'on soit conseiller citoyen, on va avoir des perceptions qui sont singulières ou divergentes. Et c'est ce que permet l'approche focus group sur sa première étape. Et après, je parlerai de la deuxième étape qu'on préconise. C'est que ça permet justement, en fonction de la place qu'on occupe, de porter un regard, mais qui, même question posée à un autre groupe d'acteurs, amène peut-être à des perceptions différentes de la situation. Là, forcément, des points aujourd'hui qui sont des perceptions divergentes sont sur la question de la légitimité forcément des conseillers citoyens, qui n'est pas perçue de la même façon en fonction qu'on est conseiller citoyen ou on est partenaire public. Le fait de se percevoir ou pas comme force de proposition peut à un moment être vécu différemment en fonction de la place qu'on occupe dans le dispositif collectif de participation. La notion de transversalité aussi, c'est des choses qui sont interrogées par rapport à ça. Et puis, les articulations entre les techniciens et les élus. Donc voilà rapidement, je dirais, quelques enseignements. Je vois que dans le chat, il faut qu'on accélère. Donc, je vais surtout aller maintenant sur quelques conseils ou recommandations qu'on a envie de vous partager, arrivé presque au terme de ce webinaire. La méthode proposée là, elle gagne à fonctionner si elle est bien préparée. Hein. Donc, il y a un gros travail en amont, je dirais, de back-office et d'ingénierie de la démarche pour partager l'état d'esprit, les objectifs avec tous les acteurs qui peuvent être sollicités. Si ça marche bien, potentiellement, c'est 50 à 80 personnes qui sont rencontrées au travers des focus group, à travers 5, 6, 7 typologies d'acteurs. Et c'est forcément essentiel d'expliquer dès le départ le dispositif, le pourquoi, le comment et les conclusions envisagées. Il y a la notion d'animation de la démarche qui est importante. Donc, nous, sur notre territoire, en tous les cas, on a essayé de faire ça à deux têtes de structure, hein, entre Normandville, Centre ressources politiques de la ville,
et notre structure qui a accompagné les conseils citoyens sur le territoire. C'est un binôme qui représente des atouts et potentiellement des limites, mais en tous les cas, notre rôle était d'animer au mieux la démarche avec rigueur, tout en restant le plus agile possible pour s'adapter aux aléas. La grille d'échange présentée tout à l'heure, elle est forcément, c'est l'outil qu'on met en discussion. On vous l'a présentée, elle est avec notre regard et notre approche. Elle est forcément d'autant plus pertinente quand elle est appropriée dès le départ par toutes celles et tous ceux qui vont devoir, je dirais, s'interroger dessus, enfin l'utiliser en tant que type d'acteur, mais il faut s'autoriser aussi à la bouger, à l'adapter à la réalité locale et aussi à ce qu'on va chercher localement dans le cadre de ce dispositif. La notion de binôme, j'en ai parlé. Rendre compte, effectivement, à chaque groupe d'acteurs avant de communiquer des résultats. Donc, c'est la notion de synthèse et de formalisation pour que ceci puisse, voilà, qu'il n'y ait pas de déviance ou d'incompréhension de quiproquo à travers la formalisation. Ça, c'est les 5 étapes qu'on a vécues. Les recommandations, on vous les fait en 9 étapes. Parce que une fois qu'on a travaillé par focus, par groupe, ce qui est intéressant, mais on ne l'a encore pas mis en œuvre, nous, localement, c'est de pouvoir à un moment réunir, je dirais, les groupes à partir du travail préparatoire que chacun d'eux a réalisé, avec potentiellement, je dirais, un animateur, un référent, un rapporteur, pour que l'étape d'après, les étapes 6 à 9, sont une notion de séance collective. Voilà. Il y a le en amont qui est par type d'acteur et après, il y a une séance collective qui permet de s'appuyer sur les résultats de chacun des focus group pour faire des croisements, mettre en discussion et en débat, je dirais, des points de convergence et de divergence afin d'en tirer, je dirais, ce qu'on va appeler la substantifique moelle de tout ça, qui permet à un moment de faire synthèse entre tous les acteurs concernés par cette évaluation. On imagine, nous, et c'est le point 7 des recommandations, c'est qu'à un moment, ça peut passer par un séminaire, enfin une demi-journée collective. Mais vous voyez, par rapport à d'autres approches où on nous dit, en gros, on va mettre tous les acteurs ensemble, mais il n'y a pas de préparation à la mise en commun de tous les acteurs. Dans ce cadre-là, la mise en relation de tous les acteurs ensemble s'appuie sur un travail préparatoire. Et c'est ça qui peut avoir vraiment de l'atout pour être très efficace au final, pour mettre en commun les idées et puis après formaliser collectivement le résultat de la démarche d'évaluation. Là, donc, les points 6, 7, 8, 9, qu'on n'a pas aujourd'hui vécu, qu'on imagine et qu'on vous livre comme une forme de fin de parcours, mais là aussi, peut-être qu'en vous appropriant ce qu'on vous partage là aujourd'hui, vous aurez peut-être des idées différentes et pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, Sylvain. Merci Grégory. Écoutez, on a encore 90, enfin il y a quelques minutes, on était plus de 100 participants encore à 14 h, donc c'est un très beau résultat. 2-3 questions. Alors, une personne de Villeneuve d'Ascq qui demandait comment relancer la dynamique du conseil citoyen sur son territoire en lien avec la mairie et des acteurs locaux. Peut-être le premier conseil qu'on peut lui donner, c'est de contacter l'IREV. Pierre-Édouard ? Le contact est pris dans le chat. Parfait. Eh ben, je vois que les choses se sont résolues. La deuxième était sur « Pourriez-vous venir dans le 93 ?» On aurait besoin d'être reboosté. Alors, je pense qu'on l'a pas mal évoqué ici. C'est un outil qui doit être approprié localement. Nous, on est très ouverts aux discussions, aux échanges. Par contre, on est quand même à moyens limités et on ne va pas pouvoir aller aux 4 coins de la France très facilement. Mais on ouvre la discussion sur la manière de poursuivre les échanges et les mises en application qui pourraient se faire à droite à gauche de tous ces outils. Pour tout vous dire, on envisage même une journée à l'automne prochain pour essayer
de continuer à voir ce qu'a donné ces outils, voir comment ils ont pu être appliqués ailleurs que sur le territoire normand ou des Hauts-de-France. Et donc, tout ça reste tout à fait ouvert et vous êtes invités à nous faire des remontées. Je crois, Pierre-Édouard, qu'il y a même un questionnaire pour cela. Oui, alors, donc, comme on l'a précisé, hein, tous les éléments sont en téléchargement, donc il faut juste que la journée passe pour que les téléchargements soient plus sereins sur le site de l'IREV. Et on vous a également préparé un questionnaire que je mets dans le chat, un questionnaire de feedback sur l'outil ou de retour sur l'outil à nous faire. Donc effectivement, là, on vous livre des éléments, une méthode qui va avec via la note méthodologique. Et ce qu'on espère, c'est améliorer encore le processus pour arriver à cette fameuse journée qu'on souhaite organiser au deuxième semestre pour faire le bilan de l'ensemble de l'outil et de ce qui a pu être utilisé. Donc, le formulaire que j'ai mis dans le chat nous permettra aussi d'avoir des retours sur, première chose, sur l'outil, comment il a été mis en place, quels éléments vous avez pu en ressortir et les axes d'amélioration aussi de l'outil qui pourra faire évoluer les différents documents qu'on vous a présentés. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette logique de commun, comme disait Grégory, qu'on puisse s'améliorer au fur et à mesure et puis arriver à un produit terminé au deuxième semestre, sachant qu'il aura pu être testé sur plusieurs sites en même temps. Alors, du coup, sur ces éléments, je vais passer à la conclusion peut-être. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Très bien, on s'était dit 14 h, il est 14h03. Je pense que les personnes vont pouvoir reprendre leurs activités suite à cette pause déjeuner. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Nous, on reste là également, chacun d'entre nous, pour pouvoir répondre par mail aux différentes sollicitations si vous en avez. Nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir en discuter et discuter de l'outil. Et puis, on encourage vraiment chacun, dans la mesure de ses moyens, hein, comme on en disait, entre la grille d'auto-évaluation qui est très simple à utiliser, l'outil des questions évaluatives et les focus group qui est peut-être un peu plus ambitieux, et puis le portrait robot. Il y a différents éléments qui peuvent être repris suivant vos moyens et le temps que vous voulez y consacrer. Et l'idée, effectivement, c'est que collectivement, on puisse progresser sur ces différents outils pour que ça puisse être apporté aux différentes réflexions sur l'avenir des conseils citoyens et plus largement à la participation des habitants dans les quartiers. Voilà, donc je tenais à remercier également l'ANCT qui nous a fait confiance également sur ce webinaire et puis qui nous permet également d'être relayé sur la grande équipe. Donc je rappelle, n'hésitez pas à aller regarder sur la grande équipe, que ce soit nos outils ou les différents outils qui peuvent exister sur les conseils citoyens. C'est un espace bourré de ressources. Donc merci à l'ANCT, puis merci à notre petit groupe Sylvain qui a présenté et animé cette journée, Greg Gauthier pour nos amis normands, et puis à Yannick pour sa présentation du portrait robot, et Arnaud qui n'est pas intervenu, mais qui participe également aux réflexions et qui était là également. Et je tiens à remercier Marie aussi. Pardon. Excusez-moi, je voulais simplement remercier Marie qui a fait la com, la mise en page. C'était important, elle a fait un gros travail aussi ces derniers jours. Je voulais également aussi remercier toute l'équipe, Pierre-Édouard, Yannick, Gauthier, vraiment pour vos interventions pour ce webinaire qui était vraiment très intéressant. Effectivement, il y aura un replay qui sera mis via la plateforme de la grande équipe, ainsi que tous les documents qui ont été préparés par l'ensemble des intervenants. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, dernière chose, effectivement, il y a le replay qui sera mis en ligne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos centres de ressources, chacun dans vos régions, qui sont également très au fait de cet outil. On va le publier sur Y aller par 4 chemins, qui est le site de toutes les démarches participatives que peuvent suivre les centres de ressources politiques de la ville.
Et puis, même chose pour les maisons des associations. N'hésitez pas à aller regarder ce que font les maisons des assos sur le sujet des conseils citoyens. C'est toujours très utile de se connecter entre nous, entre régions, entre territoires, entre structures, entre partenaires. Exactement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup À tous. et Bonne journée. Bon après-midi. bonne journée. Bon Merci après-midi. beaucoup. Bonne Merci journée à à tous. vous. Au revoir.